Alors je sais qu'ici, il doit y avoir des arithmophobes, des gens qui ont peur des chiffres et qui n'aiment pas les tableaux Excel. Vous inquiétez pas, on peut très bien faire du quanti, malgré le fait qu'on n'aime pas ça, malgré le fait que ça peut sembler compliqué. Je vous donne un peu plus de détails pour que vous puissiez voir concrètement quanti quali, il y a quoi dedans. Donc en général, dans le quanti, la matière c'est des chiffres, et on va plutôt utiliser le quanti quand le domaine est déjà balisé en interne, déjà quand on a quelques notions de qui sont nos consommateurs et quand on sait ce qu'on veut mesurer. Encore une fois, on est dans une attitude de géomètre où on va essayer de mesurer, hiérarchiser de manière assez factuelle. Et donc, l'avantage du quanti, c'est qu'on va être plus représentatif, plus prédictif, et en général, c'est plus simple à analyser. Il faudra faire évidemment attention au fait que si on fait un quanti avec des questions qui sont mal posées et qu'on interprète mal les résultats, alors on peut vraiment arriver à des mauvaises décisions. Mais en général, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez opérationnalisable. Maintenant, on va passer au quali, que vous connaissez sans doute déjà plus. Votre matière, ça va être principalement les mots, ce que va dire l'utilisateur. Et des fois, quand on utilise la bibliométrie, qu'est-ce qui se passe aussi dans la gestuelle, dans d'autres types de réactions physiologiques. Mais bref, en généralement, dans le qualitatif, ça va être plutôt les mots. Là, on va plutôt l'employer dans un domaine que l'on connaît peu ou pas très bien, où on soupçonne qu'il y a des évolutions, où on veut vraiment explorer ce qui se passe dans la tête. Par exemple, quand je travaillais chez Decathlon, tout ce qui était rapport au corps, rapport à l'intimité, par exemple notamment sur des sous-vêtements, évidemment, on passait d'abord par du qualitatif, parce que répondre froidement à un questionnaire là-dessus, ça peut donner des complexifications. Donc dans le quali, on va essayer d'explorer, de décoder, d'expliquer, et donc on va être plutôt dans une attitude de découverte, d'écoute. Alors, il y a des personnes qui parlent d'empathie, on en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément nécessairement vrai. On peut faire du qualitatif sans être dans l'empathie avec le consommateur. Moi, ma conviction, c'est qu'en fait, l'empathie, c'est la philosophie générale de l'entreprise. Il faut faire des choses pour le consommateur. Par contre, quand on fait de la recherche, on veut des résultats de recherche. Et les résultats, si on est trop dans l'empathie, on va commencer à projeter des choses à nous ou des choses qu'on croit sur ce qu'a dit le consommateur, et ça peut être limite un petit peu dangereux sur le quali comme sur le quanti. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide de faire une interview que de faire une étude quantitative. C'est souvent moins cher et ça apporte plus de nuances. Mais encore une fois, attention à la représentativité, à la fiabilité des gens, notamment dans le déclaratif. Donc voilà, j'ai posé le cadre sur le quanti-quali, j'espère que c'était clair parce qu'on ne va pas forcément revenir dessus. Alors je vais parler d'un cas précis que j'ai pu vivre chez Asmodée, puisqu'en fait on a des jeux vidéo et donc des jeux qu'on vend sur l'Apple Store. Et on se posait la question de, à votre avis, quelle est parmi les deux icônes, laquelle serait la meilleure pour faire plus de ventes sur les Apple Store ou sur les Google Play. Donc on voit très bien qu'il y a 2 icônes et l'équipe projet était convaincue que l'icône de gauche, donc celle où il y a juste un chat, était celle qu'il fallait faire. Parce que ça représentait bien le jeu Onirim, parce qu'on représentait l'ADN de la marque. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des interviews d'un côté, et dans les interviews, de manière unanime, en prenant les gens de manière individuelle, tout le monde nous disait on veut celle-ci parce que c'est vraiment la plus belle. Elle est vraiment esthétiquement intéressante, il y a de l'immersion, on est curieux, donc c'est celle-ci. Sauf que quand on a fait du A/B testing, c'est-à-dire qu'on proposait sur l'Apple Store les deux icônes en même temps, on remarquait que c'était plutôt l'icône de droite, donc celle avec les cartes, qui était la mieux choisie. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour les gens qui connaissent pas le jeu, ce qui est la majorité des clients qui achetaient le jeu, le fait qu'il y ait des cartes, ça explicitait le contenu du jeu. Donc c'était certes moins joli, par contre c'était plus explicatif. Et on sait que les consommateurs, ils aiment bien quand c'est limpide et clair. Et du coup, on vendait beaucoup plus le jeu quand on avait mis ce genre d'icône. Donc vous voyez que la méthode de test peut même vous induire en erreur sur des conclusions à prendre, ou si on avait juste fait du qualitatif et des interviews, on serait parti sur l'icône de gauche, alors que concrètement on aurait vendu en plus en passant sur l'icône de droite. Donc faites vachement gaffe à ça. Si vous avez un doute, ah pardon, excusez-moi. Du coup, je vous ai montré ce cas-là pour vous expliquer qu'en fait, on a d'abord interrogé en interne pour faire l'interview, qu'ensuite on a fait du quanti pour regarder un petit peu ce qui se passait, et qu'ensuite on a refait du quali pour comprendre pourquoi les gens avaient choisi telle ou telle méthodologie. Donc souvent, ce qui va arriver, c'est que dans vos projets, vous allez faire un véritable ping-pong entre le quanti et le quali pour vraiment avoir une vue globale de votre problématique. Et c'est très rare aujourd'hui que moi je fasse des projets où je sois uniquement dans le quanti ou uniquement dans le quali. Et je vais vous présenter plusieurs exemples. Et du coup, quand on fait les 2, ça s'appelle, donc deuxième mot barbare de la journée, des études hybrides. Pourquoi? Parce qu'on va faire les 2 en même temps. Et vous voyez que le quali va être nécessaire pour interpréter les résultats du quanti, et le quanti va être souvent nécessaire pour valider les résultats du quali. Donc en général, on fait les 2. Hop. Alors si vous avez un doute à un moment donné, sur quelle méthode employer pour quel projet, il y a un super bouquin qui s'appelle Game User Research. Alors oui, ça parle de recherche dans le jeu vidéo, mais en vrai, ce qui est écrit ici et c'est fait par un collectif d'une vingtaine de chercheurs assez haut niveau, et bien c'est valable pour tout ce que vous allez entreprendre sur vos projets. Et ce qu'on peut voir très rapidement, en fait, c'est que toutes les méthodes ne s'appliquent pas pour toutes les problématiques.
si on regarde très rapidement quelques questions, comme par exemple: «Est-ce que mon jeu va être vendu?» On voit qu'il y a pas de secret, hein, c'est souvent des études quantitatives ou du A/B testing qui vont permettre de savoir ça. Et donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est votre rôle, vous, en tant que user researcher, de savoir quelle est la bonne méthodologie à employer, au bon moment en se basant sur ce genre de grille. En général, si vous êtes avancé, voire expert sur le domaine, vous le savez déjà très bien répondre. Et je trouve que ça apporte un niveau de lecture, pour les juniors qui est assez intéressant. Et ce qu'on peut voir, c'est que certes, il y a beaucoup d'UX researchers qui font que du quali, mais le quali, si on regarde par exemple juste les focus group et les interviews, ils répondent pas à tant de problématiques que ça. Ils sont pas dans le vert foncé ou rarement dans le vert foncé. Le vert foncé, quand ça veut dire c'est certainement cette technique qu'il faut utiliser et le vert clair, c'est peut-être cette technique qu'il faut utiliser. Donc on voit que déjà avoir une approche très, quali, peut nous couper de nombreuses problématiques qu'on peut se poser dans la vraie vie d'un projet. Et inversement, ce qu'on peut voir en orange, ça c'est souvent les questions des stakeholders, donc de vos dirigeants. Est-ce que ça va convertir? Est-ce que je vais vendre? Qui va acheter? Et est-ce que mon business model va fonctionner? Est-ce qu'il marche bien? Et bien ça, c'est vraiment les questions qui les personnes qui détiennent l'argent dans vos entreprises vont se poser au quotidien. Et la difficulté aujourd'hui que je vois quand j'accompagne des marques, c'est que souvent, les stakeholders, ils donnent de l'argent qu'aux boîtes, et qu'aux secteurs d'entreprise qui vont rapporter du business. Et si on n'a qu'une équipe de user researchers qui fait que du qualitatif, on voit qu'il y a une inadéquation entre les volontés des stakeholders et les compétences des équipes. Donc d'où l'intérêt, c'est d'avoir cette complémentarité au sein de l'équipe pour justement séduire les stakeholders. Je vous montrais tout à l'heure la maturité, aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui se passe si on fait que du quali? Si on passe que du quali, et je le vois à chaque fois que je fais du consulting, en général, on va rester dans un niveau de maturité 1 ou 2. Pourquoi? Parce qu'on regarde, juste en bas, les outils nécessaires pour atteindre le niveau supérieur, pour faire en sorte que l'UX soit centralisé complètement au sein de votre boîte, ça passe par malheureusement la quantification et la corrélation avec des KPI. Et donc des key indicateurs de performance, et ça malheureusement, ça passe principalement par du quanti. Donc le risque à faire que du quali tout en que du quali, c'est que c'est bien, on va investir au début un petit peu, donc vous allez faire des tests d'utilisateurs, mais petit à petit, en fait, vous allez avoir du mal à vraiment avoir un impact global sur votre entreprise, parce que vous vous coupez d'une part importante qui est le quanti. Alors, je vais vous poser quand même 3 petites questions pour savoir si votre recherche utilisateur est bien faite ou mal faite. En général, c'est l'audit que je fais et en général, vous allez répondre bien. Mais ça, pour moi, c'est des questions essentielles pour savoir si vous maîtrisez bien, votre recherche utilisateur. La première question, c'est: est-ce que vous auriez les mêmes résultats si vous faites passer, vos tests ou votre recherche utilisateur par une autre personne? Imaginez un collègue vous remplace. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr et certain que vous aurez les mêmes résultats si c'était quelqu'un d'autre qui vous remplaçait? La deuxième question que je vous pose aussi, c'est une question qui est plus liée à la sensibilité, c'est: est-ce que vous auriez les mêmes résultats de votre recherche utilisateur si vous changez de testeur? Si vous prenez 5 testeurs différents, 10 testeurs différents? Et la dernière question que je vous pose, c'est en termes de fidélité, c'est: est-ce que vous auriez les mêmes résultats, vous prenez les mêmes testeurs, les mêmes personnes, si vous changiez vos tests utilisateurs 2 jours? Par exemple, au lieu de le faire le lundi, vous le répétez le vendredi, vous le répétez dans un mois ou dans une semaine. Est-ce que vous aurez les mêmes résultats? Et en général, si vous n'êtes pas en mesure de dire oui à ces 3 réponses-là, dans ce cas-là, ça veut dire que vos tests utilisateurs sont juste des tests d'exploration, et donc vous allez avoir encore plus de mal à monter en maturité hiérarchique parce qu'ils ne seront pas forcément, fiables, répétables et reproductibles. Donc quand on parle de scalabilité de la recherche utilisateur, si vous ne savez pas encore répondre oui à ces 3 questions-là, ça pose réellement des problèmes. Donc évidemment, il y a des façons de faire, il y a des protocoles, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour garantir qu'en fait on a les mêmes réponses. Mais vous imaginez que vos collègues qui vont utiliser vos résultats, s'ils n'ont pas la certitude, que ces réponses sont positives, potentiellement, ils vont pas forcément être des promoteurs non plus de votre recherche utilisateur. Donc je vous invite vraiment à faire du quali et du quanti en même temps pour vous en assurer. Je vous prends un 1er exemple de comment est-ce qu'on a fait, pour passer, sur le dernier Catan qui est sorti. Alors Catan, c'est un jeu de société, et il y a d'ailleurs un jeu vidéo en réalité virtuelle aussi là-dessus. Alors vous voyez à gauche, la délicieuse, couverture de pochette de jeu, qu'il y avait il y a quelque temps. Je vous cache pas que si vous avez une sensibilité esthétique très forte, ça peut peut-être vous décevoir. Et en tout cas, vous avez à droite, la nouvelle version, qui est un peu plus modernisée, un peu plus attrayante, et un peu plus aussi, dans la représentation et dans la diversité, si vous voyez, ici, de la nouvelle version. Alors comment on a fait? Déjà, on a commencé par faire une étude hybride, donc c'est à la fois du quanti et du quali. On est passé par un organisme externe pour faire 300 interviews, pour essayer de comprendre, c'est quoi l'ADN du jeu, c'est quoi les attentes des consommateurs, qu'est-ce qu'ils perçoivent aujourd'hui, dans le jeu, qu'ils aiment et qu'ils aiment moins bien, pour essayer un petit peu de déblayer le terrain. Ensuite, on a fait une étude quanti pour comprendre les usages. Est-ce que le jeu était joué par qui? Par quelle tranche d'âge? Heu, combien de fois il était joué? Enfin, on est allé vraiment explorer, comment le jeu était
utiliser. On a fait du text mining. Alors pour ceux qui connaissent pas le text mining, c'est, des algos en fait qui à partir du moment où on a, des mots comme matière, bah, ça va faire des statistiques pour faire de l'analyse automatique. Donc Romain parlait tout à l'heure de, heu, automatiser, les avis. En fait, il préférait avoir des collaborateurs qui passaient du temps à lire les reviews. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est comme il y a des millions d'avis sur les jeux en ligne, bah, autant prendre cette matière qui est, vraiment très intéressante et très riche puisqu'on utilise, et on s'intéresse à l'avis de millions de consommateurs partout dans le monde pour étudier ça. On a développé des scripts qui automatisent la lecture des avis et qui permettent d'extraire les key avis, donc les avis clés, les avis qu'on voit le plus souvent, les mots dont on parle le plus souvent, les mots quand on parle positivement du jeu, les mots quand on parle négativement du jeu, pour vraiment comprendre en fait aujourd'hui qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui est bien fait dans le jeu. Et ça, en réalité, nous, il nous faut 5 minutes pour avoir les résultats, puisque du coup, entre le moment où on a la base de données des mots et le résultat, ben, il y a 5 minutes, il faut juste de l'interprétation, de la lecture, et donc on peut aller très vite pour analyser des milliers de jeux très rapidement. Donc ça, c'est de l'automatisation, je vous en parlais tout à l'heure. Ensuite, on a fait des workshops pour travailler sur le titre, on a fait des workshops, sur, les pistes créatives. On a fait ensuite un quanti pour valider le titre et les pistes créatives et surtout après on a fait un qualitatif pour aller, regarder, ben, parmi les propositions de design et de DA, lesquelles parlent le plus? Qu'est-ce qui plaît pas? Est-ce que le fait d'avoir une femme au premier plan, c'est quelque chose qui peut bloquer ou est-ce que c'est quelque chose au contraire qui est valorisé? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et ça, c'est des choses qu'on peut plutôt évoquer en qualitatif. Et ensuite, une fois qu'on avait affiné ces pistes, DA, on a proposé un quanti pour valider et du coup, on peut garantir facilement du coup le succès, du jeu, grâce à ça. Alors, on a fait aussi un autre exemple, que je détaillerai en fin de conférence parce que c'est vraiment pour moi l'exemple le plus marquant de ma carrière. J'avais la chance quand je travaillais chez Domios de travailler dans le plus grand centre de fitness d'Europe, puisqu'il y a des millions de personnes qui sont inscrites dans ce, club de fitness-là et on accueillait plus de 2 300 personnes par jour. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité de testeurs potentiels qu'on pouvait avoir. Il suffisait de mettre un stand à l'accueil pour récolter des avis en temps réel, et faire des études incroyables ou même faire de l'observation puisque vraiment 2 300 personnes par jour qui venaient dans les rayons et en plus dans la partie gauche de l'édifice, il y avait un magasin, donc on pouvait observer des gens aussi en magasin. C'était un territoire, c'était mon lieu de travail, donc je travaillais à la fois dans un lieu où il y avait les sportifs qui pratiquaient, les sportifs qui achetaient. Enfin, c'était juste incroyable pour moi d'avoir ce terreau d'exploration et du coup, ça, c'est tout ce qu'on a fait. Alors c'est fat et je vous en parlais tout à l'heure, en quanti et en quali, pour montrer à quel point ça s'équilibre et à quel point dans chacune, des bulles qu'on a étudiées, il y avait les 2 en même temps. Bah, que ce soit la recherche psychologique, que ce soit du langage design et du wording, que ce soit dans les usages et attitudes, des gens, que ce soit dans les attentes produits ou dans l'observation, on était obligé de mélanger en fait les 2 pour vraiment avoir cette approche assez fine, de la recherche utilisateur. Ne vous inquiétez pas, je vous présenterai un peu plus de détails, parce que voilà et tout ça pour vous dire que c'est faisable. Alors certes, on a mis du temps, on a mis, 2 ans, pour réussir à monter, tout le projet. On était 5 pour le faire et vous allez voir qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'il y a et avec l'automatisation qu'il y a, il y a moyen de le faire avec moins d'effectifs et avec moins de budget, voire même presque des fois gratuitement. Alors je sais, que certains d'entre vous vont avoir des objections puisque je les entends à chaque fois et que même des personnes haut placées, en user research avec beaucoup de followers en user research sur LinkedIn, alors c'est pas forcément un indicateur de qualité, mais je sais que vous avez des objections sur le quanti et notamment il y a une conf de la Sonitech où, quelqu'un qui travaille en UX et qui est très connu, bah, disait: «Non seulement le quanti, bah, je sais pas trop bien, faire, mais j'ai pas envie nécessairement d'en faire. Alors je peux en faire, mais vraiment c'est pas mon kiff, donc je sais que c'est utile, mais je le fais pas». Alors ça, pour moi c'est compliqué, notamment d'avoir cette philosophie-là, parce que c'est comme si on disait: «Bah, moi je préfère me servir de ma main droite, ma main gauche, je l'aime pas particulièrement, je trouve qu'elle est pas pratique, bah, je vais jamais m'en servir». Je trouve que c'est dommage quand on fait de la recherche de se priver d'une partie. On peut avoir des affinités. Moi, très honnêtement, je préfère le quanti parce que j'adore les chiffres et je viens des sciences, mais me priver du quali, il y a des fois, bah, ce serait vraiment dommage et il y a des choses que je me serais coupées. Mais voilà, il y a des choses qui sont, vraiment très intéressantes à aller creuser. Je sais que vous avez des objections aussi. Moi, une des phrases que j'entends le plus et qui m'énerve le plus, c'est le «c'est mieux que rien». Bah, je fais des interviews parce que c'est mieux que rien, je le fais à l'arrache sur 3 utilisateurs parce que c'est mieux que rien et je le fais sur des potes à moi parce que c'est mieux que rien. Alors pour moi, vraiment, c'est pas que c'est mieux que rien, c'est que c'est pire que tout. Moi, j'ai la démarche absolument inverse, c'est quand je travaille pour une boîte qui me dit: «Bah, il y a pas le budget, débrouille-toi», bah, je dis: «Bah, je refuse de le faire. Prends ton parti pris, je refuse absolument de faire ton projet si tu me donnes pas les moyens de le faire correctement. Comment est-ce que tu veux que je travaille?» C'est un peu comme si on vous disait, «Bah, tiens, tu vas faire, la maquette d'un site, bah, je te donne un stabilo et un mur, bah, débrouille-toi pour me faire la maquette, dans ces conditions-là». Je sais pas si c'est vraiment très professionnel d'accepter de le faire dans des conditions dégradées et surtout, en fait, on habitue les gens
à le faire sous un mode très dégradé, à le faire à l'arrache. Du coup, après, le jour où vous avez vraiment envie, vous devez monter en compétences, ben, on vous donne pas les budgets parce que vous avez toujours fait à l'arrache. Donc c'est très dangereux et aujourd'hui, moi, quand j'interviens dans des boîtes où, j'ai des user researchers qui font des recherches guérilla et que je leur explique que je refuse de faire ça, et ben, derrière convaincre les stakeholders qui sont habitués à faire des trucs complètement, freestyle, et ben, ça peut être vite problématique. Donc je vous invite vraiment à pas être fan du «c'est mieux que rien» parce que vous aurez jamais les moyens de faire mieux, en fait, que ça. Puis surtout, il y a des gens qui vont se rendre compte que alors ça va arriver que dans ces boîtes-là, un jour, il y a un marketeur qui arrive et qui a vu que dans les études marketing, il fallait faire des tests consommateurs sur plus de personnes que ce qu'ils en font et qu'il fallait faire de manière non neutre et là, vous allez vous faire défoncer, très très complètement. Et enfin, la dernière objection que j'entends très souvent, c'est: «Ben, du coup, pour être empathique, j'ai besoin d'être assis et de discuter avec mon utilisateur et je préfère en rencontrer trois quatre avec qui je passe du temps, plutôt que, de passer du temps à faire du quanti ou du quali». Alors ça, pour moi, j'ai du mal à comprendre l'argumentation parce que déjà quand on rencontre 3-5 utilisateurs, est-ce qu'on est vraiment empathique de toute la diversité des utilisateurs qu'on peut avoir? Et le quanti, c'est absolument pas synonyme d'absence d'empathie. On peut même, dans un quanti, laisser des questions ouvertes pour laisser l'utilisateur s'exprimer pleinement et aller écouter ce que les gens ont à dire. Voilà, donc du coup, il n'y a pas forcément de problématique liée à l'empathie. Alors j'imagine que vous avez plein d'autres objections, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, avec grand plaisir. Alors, comment est-ce qu'on commence dans le quanti, quand on a un peu la phobie du quanti? Alors déjà, on peut en parler entre nous. Il y a des mantras qui existent. La peur n'éloigne pas le danger. C'est pas parce qu'on a peur des chiffres qu'il faut pas en faire. Et je vais vous montrer quelques techniques et quelques astuces qui nécessitent uniquement le fait de savoir appuyer sur les touches du clavier pour pouvoir faire du quanti. Donc c'est possible pour vous, ne vous inquiétez pas. Ça va vraiment bien se passer en général. Alors, si vous savez taper des chiffres et des lettres avec votre clavier, vous savez faire du quanti et si vous savez maintenir le clic de votre souris, vous savez faire du quanti, plus de 5 secondes. Alors je vous montre déjà comment est-ce qu'on peut, faire. Alors déjà, en général, 80 des métiers du quanti, ben, il suffit de faire des moyennes, souvent. Donc les moyennes, c'est facile. On va dans Excel, on sélectionne la colonne qu'on veut faire, on tape égal, moyenne, on ouvre les parenthèses, on sélectionne la suite de chiffres, on ferme la parenthèse et on a la moyenne. C'est pas très compliqué. Alors je vous dis ça de manière très condescendante parce que là, en ce moment, je recrute des stagiaires. J'ai reçu 38 candidatures. Sur les 38 candidats à qui j'ai fait passer un test où il fallait juste calculer des moyennes sous Excel, j'ai même pas la moitié, qui a essayé et j'ai plus de la moitié, donc de un quart, des répondants qui se sont trompés en faisant la moyenne. Donc je sais pas comment ils ont fait, pour se tromper sur une moyenne, mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez, problématique aujourd'hui. Alors je sais pas si, c'est une problématique de formation, c'est une problématique d'intérêt, mais si j'en suis à expliquer dans une conférence à des pros comment on fait une moyenne, c'est que je suis quand même assez désespérée, du niveau des juniors que je peux avoir aujourd'hui. Parce que moi, ça me semble, des choses qu'on voit quand même, à un certain moment dans la scolarité. Le deuxième truc à savoir faire en général, c'est un tableau croisé dynamique. Alors, un tableau croisé dynamique, ça peut faire très peur et on peut se dire: «Mais du coup, à quoi ça sert?» Bah, ça, c'est quand on veut croiser des données entre elles et en vrai, il y a juste à sélectionner les colonnes qu'on veut croiser, à cliquer sur le bouton tableau croisé dynamique et ça fait le tableau croisé dynamique tout seul et en plus, après, il y a plus qu'à s'amuser où on sélectionne la donnée d'entrée et la donnée de sortie et les chiffres sont calculés automatiquement, si on veut une moyenne, dans le tableau. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend 2 minutes à expliquer. Je peux même faire un vidéo tuto de 2 minutes, si vous avez du mal. Mais avec ces 2 choses que je viens de vous montrer, bon peut-être les écart-types en plus, vous allez couvrir 80 des demandes en quantitatif. Vous voyez comme quoi c'est quand même relativement facile à mettre en place. Alors si vous voulez vraiment vous chauffer et que vous êtes chaud des œufs, vous pouvez même faire des graphiques tout seul et en général les 2 graphiques qu'on va utiliser, c'est les diagrammes et les diagrammes radar. Vraiment les histogrammes et les diagrammes radar, c'est vraiment les 2 qu'on va utiliser. Pareil, on va sélectionner les colonnes, on clique sur graphe recommandé et on sélectionne les 2 que je vous ai encadrés. Les répartitions, en général, quand vous voulez montrer sur 100 personnes, il y en a X qui sont comme ça, on va plutôt utiliser, s'il vous plaît, un radar, enfin une espèce de camembert. Et si vous voulez plutôt montrer d'autres chiffres, par exemple les pourcentages de choix ou j'en sais rien, vous allez plutôt prendre des histogrammes. Donc ça, c'est pas très compliqué, mais pareil, dans ma sélection là de stagiaires pour l'an prochain, bah, j'ai la moitié des stagiaires qui ne sait pas le faire ou qui l'a pas fait, et j'ai que 5 personnes qui m'ont fait le graphe qui correspondait aux données. Enfin, ça me semble assez laborieux, mais en tout cas, ça me semblait pas compliqué comme ça à vous expliquer. Si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous ai préparé 2 docs, complets, avec vraiment la checklist complète de je veux mettre au quanti et je veux débuter, from scratch avec, comment est-ce qu'on fait pour organiser, planifier le quanti? Comment est-ce qu'on fait pour screener les collaborateurs, questionner, coder? Comment est-ce qu'on fait pour recruter et faire des passations? Comment est-ce qu'on fait pour analyser, traiter? Comment est-ce qu'on organise la restitution, la passation et comment est-ce qu'on capitalise là-dessus?
En vrai, voilà, j'essaie d'être le plus exhaustif possible. J'ai des docs de brief que je peux vous partager. Il y a des docs qui existent aujourd'hui avec des questions toutes faites pour pas se tromper dans les questions. Il y a des formations en questionnologie pour apprendre à bien tourner les questions et à bien utiliser les échelles. Donc ça aujourd'hui, c'est quand même, des choses qui sont pas sorcières, mais qui nécessitent, juste un petit peu de motivation. Pareil, si vous voulez utiliser, alors là, c'est vraiment niveau 2 voire niveau 3. En vrai, il y a pas besoin de savoir tout ça. Comment est-ce qu'on représente correctement la donnée? Il y a des formations DataVis qui sont très accessibles, mais il y a ce graphe-là, en fonction de si vous voulez représenter des données qui sont une distribution, donc les histogrammes, qui sont une répartition ou une composition, donc des diagrammes des pie charts comme on appelle ça, ou des relations ou des comparaisons entre 2 données. Donc par exemple comparer, en A/B testing de 2 produits, vous avez ce graphe que je trouve bien fichu qui va vous dire, quel type de graphe est le plus à même d'expliquer ce que vous avez voulu mettre. Et voilà, c'est vraiment, encore une fois un outil qui est assez simplifié. Après, on me pose souvent la question de comment je fais concrètement. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont intégrées, genre prêtes à utiliser. Je pense à Google Forms. Google Forms aujourd'hui, vous pouvez coder votre questionnaire par vous-même et ça vous fait la moitié de l'analyse statistique. C'est pour ça que je vous disais, la moyenne et le tableau croisé, vraiment ça c'est si vous vous chauffez, mais en vrai ces solutions comme Microsoft Forms et Google, Forms vous permettent de faire directement, vous codez le questionnaire et hop, il n'y a plus qu'à envoyer et une fois que vous avez les retours, vous avez déjà les résultats. Bon, juste attention au RGPD. Mais vous avez des solutions un peu plus poussées comme SPSS et Qualtrics qui, eux, vous font des trucs de fou et qu'à partir du moment où vous voulez, faire du monitoring, du suivi, avoir des dashboards, c'est des solutions qui sont complètement intégrées. Vous pouvez bosser également avec des partenaires, que ce soit des freelances ou des prestataires d'études comme, Ipsos, comme, Harris ou comme Made in Survey. Alors moi personnellement, je fais entre 3 et 5 études par, enfin j'ai mis 4 parce que c'était le cas du mois dernier, mais en général c'est plutôt 5 études par mois. On va faire des études rolling où en fait on va répéter la même étude pour suivre, aujourd'hui on sait qu'il y a eu des phénomènes cette année, la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise énergétique, les grèves. Ça a un impact sur les consommateurs et vu que je fais, 3-4 études par mois, régulièrement sur 12 pays avec plus de 1000 personnes, au final, j'ai besoin d'avoir, des partenaires réactifs pour me permettre d'avoir les données, des fresh samples très régulièrement. Et ensuite, comme je disais, vous pouvez le faire à la main, avec Microsoft. Donc il y a voilà, des plugins et des macros sous Excel. Vous pouvez même automatiser, le traitement automatique. Enfin, voilà, vraiment vous créez un script qui va vous permettre, à chaque fois que vous répondez à la même question, de générer directement le graphe avec la bonne, couleur, avec la bonne police, avec la bonne typo, avec, tout ça. Et vous pouvez avec des applications comme Google Sheets, enfin, il y a plein de choses qui existent, vous permettre de partager directement ça sous format PowerPoint. Et donc à partir du moment où vous avez le fichier Excel de réponse, hop, vous glissez ça dans votre fichier et avec des macros et avec des plugins, vous arrivez directement à votre fichier Excel. Donc là, vous automatisez en plus votre quanti, et il vous faut quelques minutes, voire quelques heures maximum pour, à partir du moment où vous faites une étude sur des milliers de personnes, avoir des résultats qui sont exploitables par votre boîte. Donc c'est extrêmement rapide, hein. Souvent on pense que le quanti ça prend du temps. Moi j'ai des quantis qui prennent, 2-3 jours. Il y a des prestats qui peuvent faire ça encore plus rapidement, même si la plupart en vrai sont un peu plus longs, mais on peut vraiment arriver à automatiser les trucs, à la main. Alors à la main, c'est si vous aimez bien les macros, et scripter un petit peu, mais vous pouvez très bien vous faire accompagner par un consultant qui va vous faire lui-même vos macros et vous automatiser tout ça pour, vous allez rentabiliser ça de manière très, très rapide. Alors je vais faire une petite intro à la data, puisque en fait, aujourd'hui on peut plus considérer qu'il y a que le quanti et le quali, à l'ancienne, genre que les questionnaires et cetera. La data aujourd'hui et à l'avenir de plus en plus va être une clé en user research et beaucoup de secteurs d'entreprise ont déjà compris. Alors aujourd'hui, c'est vrai que souvent on se contente de faire des analyses de parcours, des suites KPI, de la data driven UX, en faisant du web analytics, du Google Analytics, mais il n'y a pas que ça aujourd'hui qui compte. Aujourd'hui, il y a d'autres façons d'utiliser la data, qui sont beaucoup plus intéressantes. Et je vous ai montré tout à l'heure la matrice de maturité, de Kekendo. On voit qu'en fait, la maturité, elle est aussi liée directement à l'usage des data. Souvent, quand je rentre dans une boîte pour comprendre en fait son niveau de maturité en expérience utilisateur, je regarde son niveau de maturité en usage de la data et ça me donne quand même un très bon indicateur. Alors la data aujourd'hui, on peut ne pas s'en servir, c'est un choix, c'est un parti pris. Alors même quand on crée une startup, en réalité, il y a de la data à côté dont on peut se servir parce que nos utilisateurs en général, ils font d'autres choses, derrière sur lesquelles on peut récolter de la data et l'utiliser pour, comprendre nos consommateurs davantage. Pardon, je reviens en arrière. On peut se servir de la data pour décrire et mesurer, c'est en généralement ce qu'on fait quand on fait du web analytics. On peut aussi utiliser la data pour expliquer, pour corréler les comportements et surtout moi ce qui m'intéresse le plus dans mon job, c'est d'avoir cette data-là pour modéliser et prédire les comportements. Par exemple, avec beaucoup de données, on arrive à modéliser qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un jeu sur le marché va se distinguer des autres, va faire plus de succès qu'un autre ou va plus plaire à une audience qu'un autre. Donc
ça, c'est grâce à la data qu'on arrive. Pour information, dans ma boîte, aujourd'hui, on est 2 UX researchers pour 2 data scientists et on est dans la même équipe. On est une équipe data UX et on bosse en même temps. Alors le process data, je vous le fais très rapidos parce que c'est pas l'objectif, de cette conférence-là. J'avais fait une conf là-dessus, si ça vous intéresse, je vous enverrai des liens. Mais en gros, il y a toute une partie, vous allez définir le cadre. À quoi va me servir la data dans mon projet? Qu'est-ce que je veux savoir? Et puis il y a une partie très boîte noire, qu'aujourd'hui vous êtes même pas obligé de savoir comment ça se passe, on s'en fiche, puisque c'est des logiciels ou des data scientists ou vous, si vous armez de beaucoup de courage, qui pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire et pas indispensable. Par contre, la partie après, c'est une fois qu'on a traité la donnée, la contextualiser et l'interpréter, lui donner du sens et l'actionner, ça, il y a besoin de vous. Donc, quel que soit le projet data, il y a besoin de l'UX et ça valorise encore plus l'UX parce que vous êtes là pour définir le cadre et pour donner du sens et l'actionner. Donc, de l'UX, encore une fois, partout, partout, partout. Maintenant, on va regarder un petit peu un cas concret de data. Je parle du cas de Answer the Public. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, moi, ça m'arrive de l'utiliser. Answer the Public qui va aller regarder et analyser les requêtes Google liées à des thématiques. En gros, quelles questions les consommateurs se posent, en particulier sur vos sujets. Alors, par exemple, ici, je vous ai mis le cas de intelligence artificielle. Donc, que se posent les consommateurs comme question sur l'intelligence artificielle? Mais ça peut être que se posent les gens sur mon jeu, donc sur Catan. Quelles questions ils se posent sur Catan? Catan versus Monopoly. Quelle est la meilleure extension de Catan à acheter? À partir de quel âge je peux jouer à Catan? Ou ça peut être carrément sur le jeu de société. Jeu de société, comment choisir un jeu de société? Comment trouver un jeu de société? Et donc, en fait, vu que vous avez une solution qui existe, et en plus il y a des accès premium, pardon, freemium, que vous pouvez accéder gratuitement selon les langues que vous voulez avoir, vous allez pouvoir déjà faire de la recherche utilisateur en vous basant sur les requêtes Google, sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est déjà pour moi du quanti et de l'utilisation de la data. Et encore une fois, la boîte noire qui est au milieu, vous ne savez pas comment on fait l'algorithme pour avoir tout ça, mais vous avez des résultats qui sont amplement suffisants pour démarrer une recherche utilisateur, parce que ces données sont accessibles et déjà traitées par l'algo. Et je pense qu'à l'avenir, il y a de plus en plus de boîtes qui vont s'orienter vers ce genre de solution pour vous faciliter le travail, parce qu'en gros, payer une recherche utilisateur de votre poche et passer du temps, est-ce que demain, votre rôle en tant que researcher, il n'est pas un peu plus stratégique? Est-ce qu'il n'est pas un peu plus d'interpréter ces données-là? Et c'est ma conviction, parce que aujourd'hui, l'algo, il ne pourra jamais interpréter, il ne pourra jamais éclairer avec tout le quali que vous avez fait, les données que vous avez récoltées ici. Donc juste, je mets un bémol sur la recherche, hein, c'est n'oubliez pas les RGPD, la CNIL, qui peuvent poser un délicat problème. Donc, équipez-vous de juristes, ou en tout cas formez-vous là-dessus, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec la data. On ne parlera pas d'éthique aussi. Évidemment, la recherche utilisateur, enfin, pas que sur la data et pas sur le quanti, se pose les questions de l'usage. Qu'est-ce qu'on fait de cette recherche qu'on a? Moi, je pense que c'est souvent la data et les recherches sont un outil et que c'est plutôt à quoi ça va servir qui va compter. Si on cherche à vendre un mauvais produit en utilisant la data, à forcer l'utilisateur à vendre la data parce qu'on a fait un mauvais produit, pour moi, on n'est pas dans mon cadre éthique à moi. Par contre, si on fait de la recherche data pour faire de meilleurs produits, alors on est dans mon cadre de recherche. Donc encore une fois, tout dépend de à quoi va vous servir la donnée. Vous pouvez vous-même créer votre propre data, puisque le mot data, c'est presque un gros mot aujourd'hui, hein, mais en vrai, vous pouvez faire des études quantitatives en ligne, ou même alors il y en a plein qui font ça, alors peut-être plus sur Twitter aujourd'hui, depuis que ça a été racheté, mais peut-être que vous pouvez vous amuser à faire de la complétion de phrases sur Twitter. En gros, vous bazardez, le jeu idéal serait, et du coup les gens sur Twitter vont compléter ou votre communauté peut compléter ça et vous allez récupérer plein d'insights et donc c'est de la donnée et à partir de 1000 données, je pense que ça vaut plus le coup d'étudier à la main, mais il va falloir s'équiper peut-être d'algos qui existent et qui sont gratuits aujourd'hui. Vous pouvez faire des sondages sur les réseaux sociaux et vous pouvez même faire de l'observation quantitative. Avec des amis à moi, on s'amuse à observer, des webcams dans le monde et à faire des stats, pour regarder les vitesses de marche, comment les gens sont habillés et cetera. Du coup, comme on observe des milliers et des milliers de personnes, il y a un moment donné, on peut faire de la data à partir des données qu'on a pu observer. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de peine, déjà ce matin quand j'ai entendu qu'il y avait des gens qui passaient du temps à lire, les avis, mais j'ai encore plus eu de peine quand il y avait une stagiaire qui avait présenté, aux UX Day le codage à la main des 14 000 réponses. Alors pour l'avoir fait au début, heu donc elle avait stabiloté, heu, donc elle avait dit qu'il fallait beaucoup de patience. Donc elle s'amusait à coder à la mano les avis des utilisateurs. Je trouve ça incroyable, heu, d'avoir encore pu y passer autant de temps. Nous à l'époque, on automatisait déjà tout ça et en fait, vu la qualité des insights qu'on peut avoir, en vrai, utiliser l'automatisation et extrayer des avis, si vous voulez vraiment éduquer, les personnes internes sur le type d'avis qu'on a, nous, enfin c'est mais vous allez gagner énormément de temps plutôt que de lire à la main parce qu'aujourd'hui avec des scripts de text Manuka, c'est juste, enfin gagner du temps s'il vous plaît, quoi. Alors il y a des outils, moi j'utilise beaucoup Wordle et WordArt. Pareil, en termes d'utilisation, vous sélectionnez, et je vous jure c'est vrai, vous sélectionnez votre base, Excel ou Word d'avis et même aujourd'hui quand vous écoutez des interviews, vous pouvez scripter, il y a des
des plugins qui permettent de scripter directement. Top, vous mettez ça dans Wordle et WordArt et directement, ça va vous dire les mots les plus employés. Donc après, vous pourrez faire un contrôle F, aller regarder dans quelle phrase ils sont employés, pour comprendre pourquoi ils sont utilisés comme ça. Ou vous pouvez avoir des utilisations avec Excel Stat, SPSS ou Orange 3, moi que j'utilise souvent. Alors en vrai, c'est facile à utiliser, mais il faut pas avoir peur de l'interface parce que c'est vraiment affreux à utiliser. Et du coup, vous allez avoir les phrases types, les mots-clés qui sont employés de manière automatique. J'utilise aussi beaucoup Hemingway. Alors si vous avez des avis en anglais, parce que Hemingway, c'est fabuleux, ça vous donne en fait le niveau de vocabulaire des gens qui vont émettre les avis. Donc par exemple, vous rentrez le corpus d'avis, vous glissez dans Hemingway, tout simplement, et ça va vous dire si c'est un niveau universitaire, si c'est un niveau collégien, si c'est un niveau lycéen, assez fin, si les gens s'expriment avec plutôt des voix passives, des voix actives. Et ça, en termes de recherche utilisateur, ça donne des indications majeures de qui sont vos utilisateurs. Parce qu'on sait qu'en fait, les mots qui sont employés sont des indicateurs de votre catégorie socio-professionnelle, sont des indicateurs de votre personnalité, et on sait que ça, c'est des excellents prédicteurs en termes de comportement, de préférence, etc. etc. Lydie, qui est aussi membre de l'Xburn, a fait une conférence sur l'UX et la data. Il vous recommande des outils si vous vous chauffez aussi un petit peu et que vous voulez apprendre à faire de la data. Moi, je vous recommande plutôt d'attendre encore quelques années parce que je suis persuadée que Orange 3 et Anaconda, qui sont une suite extraordinaire à utiliser, dans quelques années, ils vont comprendre que monsieur tout le monde doit pouvoir employer ces outils-là. Alors je voulais pas faire de la pub pour Qemotion en particulier, mais pour vous montrer à quel point ça peut être simple, derrière. Donc lui, par exemple, vous lui rentrez vos reviews et cet algo, en fait, va automatiquement, détecter les émotions derrière les phrases. Plutôt que de lire à la main tout ça, vous lui rentrez des millions d'avis et il va vous dire: «Bah, tiens, bah, là, sur ce produit-là, on a plutôt des avis qui témoignent de la joie, ou de la tristesse, ou de la colère, ou d'autres choses». Parce que chaque mot a été codifié, dans la bibliothèque, dans la librairie, avec des choses plus ou moins, heu, internationalisées. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a la bataille des scripts pour le text mining, est en train d'être gagnée par, les universitaires qui aujourd'hui ont des algos gratuits, qui sont codés, qui sont entraînés. Moi, j'utilise beaucoup celui d'Oxford parce que du coup, sur chaque mot, il y a une valence émotionnelle. Est-ce que c'est une émotion positive ou négative? Il y a un arousal, c'est est-ce que c'est un mot qui va exciter ou émousser? Et est-ce que c'est un mot qui est fréquent dans le langage? Et en fait, ça, les algos, si même vous voulez le designer pour vous, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, sur mesure pour le B2B, pour tel ou tel secteur. Donc en vrai, ne vous fatiguez pas à faire ça à la main, s'il vous plaît. Alors, quand vous allez travailler avec data scientist, et je vais finir là-dessus pour parler data, il y a plusieurs niveaux de questions en fonction de leur facilité. En général, un data scientist, vous pouvez lui dire: qu'est-ce qui se passe? Lui va vous décrire avec data analytics qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez lui demander plutôt qu'est-ce qui s'est passé, donc qu'est-ce que c'est en termes d'historique, quelle évolution il y a pu y avoir, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le bouquin que je vous montre à l'écran si vous le voyez, dans Game User Research. Ça vous expliquer qu'en fait, il y a des questions qui sont plus ou moins casse-tête à répondre, et notamment les questions d'optimisation, c'est comment je peux faire pour faire mieux, nécessitent un certain nombre de capacités de modélisation pour réussir à le faire. En tout cas, moi, quand je bosse avec mes data scientists, on utilise cette grille de questions pour savoir et pour anticiper le comportement des consommateurs. J'en ai fini avec la data. On va finir la conférence avec l'industrialisation de la recherche utilisateur, avec quelques tips pour industrialiser tout ça. Parce que j'imagine que vous avez besoin de temps. Souvent, les user researchers sont sous l'eau. Alors, la première, c'est d'être très clair sur votre offre. Donc, ce graphe est confidentiel, s'il vous plaît, je ne veux pas le voir traîner partout. Mais en gros, chez Domios, on avait fait une offre de test utilisateur parce qu'on parle souvent de test utilisateur au singulier, mais c'est au pluriel. Est-ce que c'est un test de comparaison? Est-ce que c'est un test d'évaluation? Est-ce que c'est un test longue durée? Est-ce que c'est un test de détection de défauts? Est-ce que c'est un test d'usage? En fonction des tests, on avait des protocoles différents et du coup, expliciter votre offre en interne va vous permettre déjà, de bien clarifier que tel test est plus dur à réaliser que d'autres, que sur tel test, il faut plus de testeurs que sur d'autres. Et du coup, on aidait aussi les équipes en interne à se repérer et donc on facilitait tout ça. Le deuxième truc qu'on faisait, c'est qu'on écrivait des protocoles. Alors quand je dis protocole, et j'ai eu des questions dans ce sens-là là aujourd'hui, un protocole, c'est pas les questions que vous allez poser qui sont écrites sur un fichier Word ou Excel. Un protocole, c'est quelque chose qui va vous garantir que n'importe qui suit votre protocole aura les mêmes résultats que vous. Donc il faut expliquer dans quelles conditions le test est fait, il faut spécifier comment la personne est recrutée, il faut spécifier qu'est-ce qu'on cherche à mesurer, il faut spécifier les questions qu'on peut poser type. Et du coup, on avait des routines, on appelait ça des routines, des protocoles, qui faisaient entre 20 et 40 pages pour expliquer comment est-ce qu'on faisait un test utilisateur, selon si c'était un test longue durée, etc. Et avec des règles d'acceptabilité, parce que ça, c'est aussi un deuxième sujet. À partir de quand un produit est acceptable, normalement, c'est pas quelque chose qui se décrète en interne, c'est quelque chose qui se vérifie auprès des consommateurs. Et souvent par du quantitatif. Deuxième piste, c'est de mutualiser. Alors moi, quand je suis arrivée chez Domios, la personne que j'ai remplacée, elle faisait un test utilisateur par semaine ou tous les 15 jours. Moi, j'ai trouvé ça trop fatigant et peut-être par flemmardise, on a plutôt organisé des grosses sessions de test
on faisait, plutôt que de faire un test toutes les semaines, on faisait 500 tests par semaine. Et donc pendant une semaine complète, je ne faisais rien d'autre que de tester des produits. Alors je dis pas qu'il faut arriver à faire ça. Et du coup, on recrutait des intérims, pour, l'occasion. Donc on accueillait nos testeurs, on leur distribuait, les goodies, on leur expliquait le protocole et du coup ensuite, ben, c'était beaucoup plus facile pour nous parce qu'on faisait vraiment session de préparation des produits et des questionnaires, session de test et session d'analyse. Et du coup, on était vachement plus efficace parce qu'on optimisait tout ça. Du coup, je vous ai parlé un petit peu quanti, quali et je vais rentrer dans le détail pour finir avec l'expérience, chez Domios. Alors déjà, ce qu'on a essayé de faire en arrivant, c'est on s'est intéressé à quel est le profil psychologique de nos utilisateurs de sport et sachant que le sport, on allait du fitness à la danse, en passant par le crossfit et en passant par des gens qui achetaient des pantalons de sport comme pyjama. Donc c'était hyper vaste. Donc on a construit un questionnaire pour essayer de comprendre de manière psychométrique quel type d'utilisateur on avait. Donc si vous voulez, c'est le niveau 2 des personas. En général, on commence par des personas et ensuite on fait de la segmentation stratégique en fonction de critères qui vont les différencier les uns des autres. Et pour mesurer si l'utilisateur il est dans la catégorie A, B ou C des utilisateurs, il faut développer des questionnaires psychométriques. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc on est passé d'abord par du quali. Donc on a construit des questions en étudiant les consommateurs par du quali, par du quanti, pardon. En parallèle, on a observé qualitativement pour faire des grilles d'observation et ensuite on a fait des observations quantitatives. Ça nous a permis de faire une étude mondiale avec à la fois la compréhension de la cible et à la fois ce qu'on a vu en observation, qui nous ont permis d'avoir les usages et les attitudes, les données socio-démographiques, la personnalité, les profils motivationnels, les pratiques sportives, enfin, combien de fois par mois, quelles pratiques sportives les gens avaient. Ensuite, on a mené des projets de recherche en psycho là-dessus. Donc pareil, encore une fois avec du quanti et du quali à chaque fois, comme vous voyez. On a validé tout le langage design en faisant d'abord des interviews, puis en faisant de la biométrie, parce qu'en vrai, le langage design, le valider juste par du déclaratif, c'est chaud patate. Et ensuite, on a fait toute une phase de test sur les attentes et les produits en termes d'innovation, avec à la fois du text mining sur les avis clients, des études post-achat, des analyses holistiques, des tables rondes, des fitting tests. Donc, fitting tests, c'est des tests d'essayage de produits. Vous voyez, en gros, on a vraiment sorti l'artillerie lourde pour essayer de couvrir en fait tout le projet. Et chez Domios, du coup, on ne sortait plus un produit s'il n'était pas passé par la main de ce process-là, histoire qu'on soit sûr de garantir que le produit était bon. Alors, je vous montre un petit peu de détails sur comment on a construit ça. Donc ça, c'est l'observation quantitative. Évidemment, à chaque fois, on relevait les contextes d'observation. Donc, est-ce que il fait beau aujourd'hui quand les gens pratiquent le sport? On est allé du coup regarder tous les mouvements que les gens faisaient pendant la pratique sportive et est-ce qu'ils avaient des gênes ou des problèmes quand ils faisaient ça? Et du coup, on a observé plus de 15 000 sportifs sur une année, en France et en Chine, tous les mardis pour voir s'il y avait des effets de saison. On avait aussi observé le matin et le soir pour voir s'il y avait des catégories socio-professionnelles qui venaient le soir qui n'étaient pas les mêmes que celles du matin et c'était le cas en effet. Et du coup, on regardait aussi comment ils étaient habillés. Et donc, on arrivait à avoir des conclusions du genre, quand les femmes mettent des shorts, c'est qu'il a fait beau 3 jours avant. Et du coup, en Cali, on a pu constater que si les femmes mettaient du short, c'est parce que le premier jour où il faisait beau, en général, elles s'épilaient. Du coup, elles avaient les jambes rouges le jour 2 et que du coup, elles mettaient des shorts plutôt le jour 3 après qu'il ait fait beau pendant 3 jours d'affilée. Donc, je vous dis une règle qui est rigolote et qui est anecdotique et méritait beaucoup plus de temps, mais j'ai déjà, heu, grillé mon temps sur cette conf-là. Mais en tout cas, on arrivait à faire des corrélations de fou. Par exemple, quand une femme portait un t-shirt rose, c'est qu'il y avait des chances qu'elle ait un bas noir. Enfin, on arrivait vraiment à avoir des learnings et à chaque fois que j'avais un chef de produit qui venait me poser une question, on arrivait avec l'observation des 15 000 personnes à avoir des corrélations extrêmement marquées et des, cahiers des charges d'usage. Je vous ai parlé tout à l'heure de la validation du design. Pour moi, c'est très compliqué de se fier sur le déclaratif, sur les préférences, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les préférences qui sont émotionnelles et qui ne passent pas par le stade de décision, de déclaration et d'intellectualisation. Donc je préfère valider le langage design avec, de la biométrie. Donc on l'avait fait et notamment, par exemple, là, sur des patterns, sur des images, même sur des mots et on voyait donc là, vous avez nos cibles, je ne peux pas vous les diffuser parce que c'est confidentiel, mais qu'on avait des niveaux d'activation bien différents entre les cibles, entre les gens qui pratiquaient le crossfit et les gens qui faisaient le yoga sur des mêmes visuels. Et donc on arrivait vraiment à affiner notre langage design en regardant comment le langage design provoquait des émotions chez les consommateurs. Donc ça, je vous montre session test, j'en ai déjà parlé et du coup, on automatisait même nos tests utilisateurs, grâce à des scripts où en gros, une fois qu'on codait les questionnaires, alors souvent sous tablette, mais des fois papier, on scannait et du coup avec des petites croix en haut les papiers, ça te crée un Excel automatique auquel on pluguait des scripts qui nous créent un rapport automatique pour savoir si le produit était validé ou invalidé. Donc ça, c'est un bon moyen d'automatiser. Et voilà, j'en ai fini avec les messages à passer, sur le Quanti, le Quali. Je vous enverrai la presse, elle sera disponible, je pense sur LinkedIn, je vais la mettre, très vite ou enfin on trouvera un moyen avec, les organisateurs de vous faire parvenir ça et je vais aller parcourir un petit peu les questions et si vous en avez, avec plaisir. Il y avait beaucoup à dire donc j'espère que c'était, intense mais clair.